Chirurgie et innovation, c'était le week-end dernier la 17e édition de ce congrès organisé par Cathy Al-Bouganem. Plus de 50 orateurs, le JT y était. Remplax, l'application du remplacement médical. Bon, alors on a parlé de plein de choses. On va commencer dans l'ordre. IA, simulation. Alors, on a supervisé de nombreux sujets, mais on a fait quand même des thèmes qui ressortent. Et effectivement, l'IA, l'aide que ça apporte en ophtalmologie, en chirurgie, le fait d'entourer les patients, ça nous aide dans tous les domaines. Et je crois que ça va continuer encore à nous aider et ça va encore se développer. On a vu en chirurgie, on a vu dans les microscopes, on l'a vu pour converser avec les patients. C'est notre quotidien qui va changer et on va être soulagé. Ça ne nous remplacera pas, mais ça va nous aider. Grosse session implant, comment s'y retrouver? Parce que l'offre, elle est énorme. Alors l'offre est énorme, mais il y a de plus en plus aussi de moyens d'aider nos patients. Alors, c'est sûr que c'est chronophage, c'est sûr qu'il faut discuter avec nos patients. On a vu qu'il y a des questionnaires qui viennent, on a des moyens d'évaluation de la correction qui vont nous aider avec ces masques qui nous permettent de déterminer ce qui est le mieux. Donc, effectivement, il y a une offre qui est pléthorique, mais aussi il y a des moyens qui vont nous aider à déterminer quel implant va être le plus adapté à notre patient pour faire vraiment de la custom chirurgie. Et c'est ça, on tend vers ça. La chirurgie de la cataracte aujourd'hui, elle est réfractive et il faut trouver l'implant parfaitement adapté à son patient. Et il y a des moyens qui émergent pour nous aider à cela. Un plan adapté au patient, c'est aussi l'outcome patient, le ressenti du patient, ça on en a parlé, parce que c'est ça finalement qui signe la bonne chirurgie. Exactement, après la satisfaction des patients, quels sont leurs besoins, et puis ensuite, est-ce qu'effectivement on a atteint notre but? Et c'est ça qui est intéressant et très motivant dans la chirurgie de la cataracte, même le geste est le même, mais l'amusant et l'intérêt et l'aide qu'on veut apporter au patient, c'est qu'est-ce que je vais lui mettre à ce patient-là, à cet œil-là, pour ce patient-là, pour l'aider vraiment, parce que le but, effectivement, c'est qu'il soit le plus possible sans lunettes, et on peut accéder à cela en 2025. Kératopigmentation, c'est un sujet qui monte et qui est controversé. Alors, c'est controversé parce que, effectivement, c'est pas... Alors, il faut voir, c'est le début, effectivement, comme toutes les techniques, c'est au démarrage. Il y a quand même des choses un peu éthiques. On aborde des choses un peu particulières quand même, le regard, la couleur. Voilà, alors c'est vrai que ça rebute un petit peu certains. Il y a des patients qui souffrent beaucoup de ne pas avoir les yeux bleu, vert, jaune. Peut-être qu'effectivement ça les aide aussi à se sentir mieux, donc pourquoi pas. Mais c'est toujours la même chose, c'est des techniques qu'on doit prendre avec beaucoup de précautions. Et malgré tout, c'est des profils particuliers de patients, il faut le reconnaître le plus souvent. Je parle de l'esthétique, hein, je parle pas du thérapeutique où bien évidemment il faut le faire, mais je parle de l'esthétique, donc c'est des patients particuliers, il faut prendre en compte aussi la psychologie de ces patients, mais on va faire des progrès aussi là-dessus. Il faut savoir leur dire non. Il faut savoir leur dire non, comme dans toute chirurgie esthétique. Cornée, chirurgie cornéenne. Alors, chirurgie cornéenne, on a beaucoup parlé de la sécheresse oculaire parce que c'est le point principal de la chirurgie réfractive. On peut induire de la sécheresse oculaire, il faut la prendre en charge avant, on peut être amené à la prendre en charge après. Donc, il faut diagnostic thérapeutique et toujours dans le même but, aider nos patients après pour qu'ils soient le plus confortables possible. UBM et Volting, vous avez insisté sur l'importance de l'UBM. Absolument. L'examen UBM, si on y a accès facilement, comme c'est le cas à Paris, permet premièrement d'affiner le calcul du sizing pour avoir le meilleur volting possible grâce à des nomogrammes très perfectionnés. Et deuxièmement, permet de rechercher des contre-indications anatomiques qui nous contre-indiqueraient la pose d'un implant FAC et qui risqueraient d'avoir des complications. Par exemple? Par exemple, les configurations d'iris plateau, même si c'est rare, ça peut être dramatique si on le met, parce qu'on pourrait avoir des syndromes de dispersion pigmentaire, des inflammations et des voltings extrêmes, retrouver des présences de kystes iridociliaires, et enfin retrouver des petits procès ciliaires qui provoqueraient une instabilité de l'implant. Qu'est-ce qu'on fait si ça tourne?
Ah bah si ça tourne, c'est ça la grande question, savoir est-ce qu'on explante l'implant pour mettre un implant non torique, c'est possible, et également possiblement faire une retouche en chirurgie réfractive laser cornéenne. Vous avez insisté sur le rôle central du microscope dans la boucle numérique opératoire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la boucle numérique et pourquoi le rôle central du microscope? Alors, l'avenir de la chirurgie en général passe par la boucle numérique. La boucle numérique a un intérêt essentiel, c'est celui de pouvoir récupérer des données préopératoires, de les utiliser pendant l'opération et ensuite d'évaluer ces résultats post-opératoires. Ces résultats post-opératoires vont fermer la boucle car ils permettront de valider et d'optimiser les indications préopératoires. Alors quand on réfléchit sur le bloc du futur, en ce qui nous concerne ophtalmologistes, le microscope est un rôle central au bloc opératoire. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer les données préopératoires, le fameux dashboard, un tableau de bord qui va être spécifique pour chaque pathologie. Ces données vont être arrivées sur le microscope et le microscope qui va embarquer en même temps l'OCT en temps réel, va également embarquer la commande vocale, va être un instrument central parce qu'on va pouvoir utiliser la réalité augmentée, la réalité mixte. La commande vocale permettra d'aider vraiment le chirurgien. Et les images que va recueillir le microscope, notamment OCT, vont permettre également de transmettre des informations au phacoémulsificateur qui permettra, en dehors de la mesure de tension oculaire qui régule habituellement la chambre antérieure lorsqu'on opère la cataracte, eh bien l'image venant du microscope va permettre d'optimiser ça, en particulier lorsque les zonules sont laxes et qu'on a un approfondissement de la chambre antérieure ou lorsqu'on a une chambre antérieure étroite. Donc le microscope va devenir vraiment l'élément central pour ces raisons. Va devenir, donc à horizon très proche, puisque je sais que les laboratoires ont déjà dans leur pipeline des microscopes évolués comme cela. Et c'est vrai que je pense qu'on va les voir apparaître d'ici peut-être 2 ans, 3 ans. Bon, on a vu tous les implants ce matin. Finalement, l'implant idéal, c'est quoi? C'est le mix and match. Vous l'avez dit, en fait, le concept du mix and match, c'est de se dire qu'en termes d'implants qui compensent la presbytie, il n'y a rien d'idéal. Et donc, on va se servir de la capacité de notre cerveau, finalement, pour aller prendre le meilleur des 2 implants. Et on a cette chance, c'est qu'on voit plus avec notre cortex qu'avec nos rétines. Et donc, la sommation des 2 images fait que le patient trouve un bénéfice supérieur que lorsqu'on met un implant de même type de chaque côté. Pourquoi vous avez insisté sur le mix and match? Parce que ça a été délaissé, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre? Alors, le mix and match, il a été fait à un moment où les implants étaient très différents, peut-être trop différents. Maintenant, dans la compensation de la presbytie, avec l'avènement des EDOF, on a des implants qui finalement se ressemblent beaucoup plus entre un multifocal et un EDOF. La plage où le patient va travailler et va avoir une vision correcte avec les 2 implants est beaucoup plus large qu'avant, quand on mettait un monofocal d'un côté et un multifocal de l'autre. On a parlé de chirurgie bilatérale, mix and match et bilatéral. Ça peut aller ensemble ou pas? Ça va absolument ensemble. Et là, vous avez raison, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est la vision binoculaire. Et donc là, malheureusement, pour tous les patients pour qui la sommation des 2 yeux n'est pas évidente, pour X raisons, l'amblyopie, le strabisme, eh bien cette solution ne sera pas adaptée. Vous avez modéré cette session sur les implants. Qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement? Il faut retenir que c'est une chirurgie qui désormais trouve sa place indiscutablement dans l'arsenal des techniques, qui prend un volume exponentiel parce que ça gère les cornées à risque et pas que les grandes myopies, là où on obtient des résultats d'ailleurs sans égal. C'est une chirurgie aussi qui aide dans des indications particulières, de cornées irrégulières, de situations particulières d'enfants amblyopes par exemple. C'est une chirurgie pour laquelle on améliore le sizing et qui va vraiment donner des résultats donc au rendez-vous de ce qu'on attend et même de mieux encore. Donc indiscutablement, ça prend une place importante aujourd'hui dans l'offre de soins de la chirurgie réfractive. Taille, puissance, EDOF, FAC, ICL, comment on choisit finalement? L'offre, elle est pléthorique. L'offre est pléthorique et donc elle est source de confusion. Alors les sociétés savantes que moi je représente essaient de se mettre en ordre de marche pour guider notre communauté à faire le tri à partir du ressenti patient. Donc un plan multifocal, à profondeur de champ étendu, mini-EDOF. On espère qu'un jour, ça aboutira à une prédictibilité sur les attendus patients. C'est la place des registres, c'est la place des nouveaux marqueurs.
ressenti patient, le patient il veut bien voir, et puis le patient il a envie qu'on l'opère, ça pousse du côté de la chirurgie bilatérale. Oui, alors il a envie d'abord, il faut le modérer dans ses ardeurs le patient, parce que la chirurgie parfaite n'existe pas. Donc déjà se caler sur les attendus c'est important, résister à sa pression, lui expliquer parfois que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne indication, il vous dira merci. Et donc notre mission à nous c'est de choisir la bonne chirurgie pour le bon patient au bon moment. On est aidé de l'imagerie, on est aidé aussi de notre savoir, de notre expérience. Et le patient aussi, il faut le faire résister à toutes les forces de frappe. Les réseaux sociaux, peut-être exagérés, la promesse et savoir encore une fois ne pas toujours l'accompagner parce que la barre qu'il mettra, c'est aussi la barre du non attendu. Un patient informé évite la déception et évite la complainte. Eh ben vous savez quoi, il n'y a pas que le patient qui vous dit merci, c'est aussi le JT de l'ophtalmologie qui vous dit merci. Avec plaisir, merci au JT. ICL, vous avez insisté sur la séquence thérapeutique. Oui, tout à fait. En fait, j'ai parlé de l'implantation ICL quand on a une cornée déformée, ce qui est très différent de la chirurgie réfractive habituelle. Quand on a une cornée déformée, pour optimiser le résultat qu'on aura avec l'implantation ICL, c'est important de s'occuper de la cornée avant de mettre l'implant. C'est-à-dire en gros de régulariser la cornée, améliorer la géométrie de la cornée avec les méthodes cornéoplastiques habituelles, c'est-à-dire par exemple le laser topoguidé, les anneaux intracornéens, les incisions arciformes, selon l'indication. Également stabiliser la cornée. Quand c'est un patient kératoconique, la cornée peut être évolutive. Il faut d'abord donc préalablement la stabiliser avant de poser l'implant ICL. Et c'est quand on a stabilisé et régularisé qu'en dernière étape, on pose l'implant ICL. Cette importance de la séquence thérapeutique, ça ne concerne pas simplement l'ICL. Ça concerne également l'implantation en général. Donc là, on a parlé des implants FAC, mais ça concerne également la chirurgie de la cataracte. Quand on a des patients kératoconiques ou après greffe de cornée qui ont une cataracte, il faudra d'abord s'occuper de la cornée, améliorer la géométrie de la cornée et enfin, en dernière étape, poser l'implant de cataracte, par exemple, pour se servir de l'implant comme variable d'ajustement réfractif pour s'approcher au plus près de l'hémétropie. Merci. On a parlé d'ICL, mais ICL et enfants, qu'est-ce qu'il fallait retenir ? Oui, en effet, l'ICL chez l'enfant a peut-être de l'avenir, surtout sur les enfants qui ont des myopies très fortes. En effet, il y a peut-être la possibilité d'avoir un ralentissement de la myopie avec cette intervention. Ça n'a pas encore l'indication, mais voilà, moi je pense que ça peut donner de l'espoir à beaucoup de familles, à beaucoup d'enfants et de redonner une vie normale à des enfants. C'est aussi notre travail, on n'est pas que simplement ophtalmologiste, c'est une prise en charge complète qu'il faut avoir avec ces enfants. Vous avez donné un exemple, et cet exemple, ça montre que si on ne prend pas en charge correctement, ça peut dévier largement. Oui, en fait, la myopie, elle va continuer à évoluer. Et quand vous avez déjà moins 20 à l'âge de 12 ans, imaginez ce que vous allez avoir à 20 ans. C'est catastrophique. Vous avez parlé du Labrador ? Parler du Labrador parce qu'en effet, la myopie évoluant, ça augmente le risque de complications, cataracte, glaucome, décollement de rétine. Donc plus vous êtes myope, plus vous avez des risques de cécité. Et si on peut la prévenir, voilà. Il faut savoir quand même, l'OMS a décidé en termes de santé visuelle d'avoir un objectif, c'était lutter en premier contre l'évolution de la myopie. Ne pas jeter vos lenticules Smile. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Effectivement, dans la procédure de Smile, on va retirer un lenticule de cornée chez le patient opéré. Et c'est vrai qu'on va le jeter habituellement. On appelle ça un résidu opératoire. C'est du stroma cornéen. Il pourrait être greffé, soit pour des raisons réfractives, pour traiter par exemple une hypermétropie, ou pour des indications thérapeutiques. On en a présenté quelques-unes aujourd'hui. Celle qu'on avait le plus testée, c'était de s'en servir pour épaissir la cornée artificiellement d'un patient qui est porteur d'un kératocone pendant la procédure du cross-linking. Ça permet de la sécuriser. Mais on a vu qu'il y avait d'autres indications dans le kératocone, dans les ulcères de cornée et même une intervention plus originale dans la réparation des iris où on s'en servait pour protéger le cristallin, pour éviter de l'endommager pendant cette procédure de reconstruction. Ce déchet, à qui je l'adresse ? Alors, la banque de cornée du CHU de Rouen est habilitée à recevoir des lenticules cornéens de l'ensemble des chirurgiens français. Simplement, il faut qu'il y ait quand même un accord préalable parce que les transports de tissus doivent être réglementés. Donc, il ne peut pas y avoir ce type d'échange sans une réglementation particulière. Le donneur qui a bénéficié de la chirurgie doit accepter une prise de sang parce qu'on doit s'assurer que toutes les sérologies chez le donneur sont négatives puisqu'il s'agit d'une vraie greffe. Et donc, elle est réglementée comme toutes les greffes de tissus en France par l'Agence de la biomédecine. Et à l'inverse, j'en ai besoin, je m'adresse à la banque de... Effectivement, dans ces cas-là, le chirurgien qui aurait besoin d'un lenticule s'adresse à la banque de cornée de Rouen ou dans le futur, dans les autres banques qui seront habilitées. Au bilan, s'il y avait un truc à retenir de ce congrès ?
succès. Remplax, l'application du remplacement médical.